bienvenue à V4 et merci d'avoir répondu présent à cette table ronde sur le potentiel des villes moyennes. Roland Michel Bézot, vous êtes préfet et directeur du programme Action Cœur de Ville. On ne peut rien vous cacher. Je suis très perspicace. Et évidemment, vos actions nous intéressent particulièrement puisque Action Cœur de Ville, c'est le programme des villes moyennes. Vous avez récemment assuré la coordination du rapport d'évaluation qui annoncera aussi les prochaines étapes du programme. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux enjeux d'Action Cœur de Ville ? Quel est le bilan ? Qu'est-ce que ça a permis de révéler ? Et en quoi le programme Action Cœur de Ville peut permettre de changer l'image de marque des villes moyennes ? Je vous écoute. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus ? Puisque le programme a été lancé effectivement au printemps 2018 avec le choix des villes. Et puis, suite à la demande des élus, le gouvernement, le président de la République ont accédé à la demande de le prolonger de 2023 à 2026. Quels sont les défis qui sont devant nous dans le cadre de la prolongation ? C'est qu'on a bien sûr, on a 6400 actions dans les projets des 222 villes. Il faut que les financements et l'accompagnement soient au rendez-vous, de la part de l'État, de la part des partenaires financiers. Bien sûr, il faut qu'on puisse mettre les financements et l'accompagnement au rendez-vous et peut-être donner aussi une visibilité pluriannuelle, ce qui manque au concours de l'État. Le deuxième défi, c'est l'ingénierie opérationnelle. Action Cœur de Ville a ambition auprès des élus de s'attaquer au plus difficile. Ce qui est facile n'a pas besoin d'un programme d'Action Cœur de Ville. Ce sont toutes ces verrues urbaines, ces friches, toute la dimension complexe de ces projets. Et donc, de l'ingénierie de projet, il faut qu'on passe à l'ingénierie opérationnelle de manière beaucoup plus dense, mais c'est aussi des questions de portage foncier, de modèles financiers, de modèles économiques, etc., etc. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu de coordination et de meilleure cohérence des politiques publiques entre elles. On a encore trop souvent dans notre pays des politiques verticales, qu'elles soient centrales ou qu'elles soient locales, et puis on a les programmes, et d'où le fait, non pas parce que j'appartiens au corps préfectoral, mais j'y crois. En tout cas, j'ai proposé un pouvoir d'adaptation du préfet au niveau régional et départemental pour mieux tenir compte des réalités locales lorsqu'il négocie avec le maire de Saint-Dizier ou la maire de Chaumont pour prendre les deux villes Action Cœur de Ville ici. Et puis, il faut peut-être aller plus loin et mieux accompagner encore nos villes et nos territoires Action Cœur de Ville sur les trois grandes transitions. La transition démographique. On a un enjeu colossal dans notre pays qui est l'adaptation de la ville au vieillissement, et pas uniquement de logement, bien sûr, mais de la ville. Deuxième transition, la transition économique, mais on va en parler. On voit bien qu'on a les enjeux de réindustrialisation, vous les avez évoqués, mais aussi comment nos villes moyennes peuvent, tirer leur épingle du jeu. Je crois qu'on peut être assez confiant là-dessus, avec les nouvelles formes d'organisation du travail et nouvelles formes d'organisation de la production manufacturière, indépendamment de l'industrie classique, qui est bien sûr très importante. C'est aussi l'enjeu de la formation et de l'enseignement supérieur qu'il faut doper dans nos villes. Et puis la troisième transition, qui surplombe toutes les autres, c'est la transition écologique. Le programme Action Cœur de Ville est fondamentalement écologique, en voulant lutter contre l'étalement urbain, en voulant remettre de l'ordre dans la périphérie commerciale, j'emploie un terme diplomatique, en voulant réinventer la ville, et c'est bien l'objet de vos travaux, de nos travaux ensemble. Et d'ailleurs, il faut faire un peu ce que disait Alphonse Sallet, qui voulait mettre la campagne dans la ville. Enfin non, la ville à la campagne, ce qu'on a fait pendant des décennies. Maintenant, il faut faire exactement l'inverse, c'est remettre de la campagne dans la ville. Mais ça veut dire quoi concrètement ? C'est non seulement la nature en ville, la gestion de l'eau, la biodiversité, les parcs, les îlots de fraîcheur, l'adaptation au changement climatique, mais c'est aussi la sobriété foncière et la lutte contre l'étalement urbain, qui est le sujet majeur qui va transcender tous les autres. Voilà en tout cas quelques pistes sur lesquelles j'ai l'honneur de faire quelques propositions. Donc j'espère que les arbitrages nous seront favorables. Merci à vous, Monsieur Michel Bézot. Vous avez fait une merveilleuse transition pour Jean-Christophe Fromentin, donc maire de Denis-sur-Seine, qui justement a écrit l'ouvrage « Travailler là où nous voulons vivre, vers une géographie du progrès ». Et donc moi je vous pose la question, quelles seraient les conditions pour ce rééquilibrage territorial et pourquoi les villes moyennes en particulier, quelles opportunités elles peuvent offrir en termes résidentiels et économiques ? Effectivement, quand j'ai écrit « Travailler là où nous voulons vivre », j'ai d'abord pris le prisme économique en considérant que
La révolution industrielle nous a amené à vivre là où il y avait du travail, parce qu'il y avait un invariant économique dans le modèle de la révolution industrielle, c'est la masse critique. Pour faire fonctionner une usine, pour amortir un hôpital, un supermarché, tout ce qui a construit finalement ces masses qu'on a connues et qu'on connaît toujours, il fallait concentrer de la population autour. Petite ville, petit hôpital, grande ville, grand hôpital, et pareil pour l'industrie. En revanche, la révolution numérique, elle ne concentre pas, elle distribue. Le mot-clé, c'est le réseau, et un réseau n'a pas la même approche de la masse critique. La masse critique sur un réseau n'intéresse pas la densité, la concentration dans l'espace, intéresse la richesse, l'épaisseur du réseau et sa bonne distribution. Et donc, ce livre, je l'ai travaillé sur cette idée-là en disant il y a un système économique qui change, on passe d'un modèle concentré à un modèle distribué, et donc dans un modèle distribué, on retrouve une liberté qui est finalement d'amener petit à petit les services, le travail là où on vit, et non pas l'inverse. Et c'est ce qu'on mesure. Ce livre a été écrit en 2018, j'y ai travaillé depuis 2015-2016, et aujourd'hui on voit cette dilatation de la densité qui finalement laisse une forme de liberté prospérer, et donc c'est ce qu'on a vu apparaître au moment du Covid, c'est-à-dire ce sous-jacent qui était petit à petit entré dans les mentalités, dans les recherches, s'est rapidement accéléré, et probablement il y aura d'autres accélérations qui vont poindre. Alors les villes moyennes, du coup, elles étaient une échelle extrêmement intéressante pour les populations. Et c'est pas nouveau, hein. Moi, ça m'avait marqué depuis 2012-2013, toutes les enquêtes qui sont faites sur là où les gens veulent vivre, ramener toujours à des échelles qui sont des échelles maîtrisables. Et je pense que l'hypermétropolisation, elle a petit à petit dégradé cette notion d'habiter et cette notion d'utilité. Et on est tous faits de la même pâte, c'est-à-dire qu'à un moment, si on ne se sent pas utile, si on est dans des chaînes de valeur totalement aseptisées, ou si on est dans un logement qui est purement fonctionnel et qui n'est pas habité au sens plus philosophique du mot, alors on est malheureux. Et quand les gens manifestent leur bonheur par un endroit où ils habitent, au sens grand du mot, hein, et où ils sont utiles, au sens du travail, et ben à ce moment-là, on réalise. Et donc, quand on ramène ça, encore une fois, et je terminerai là-dessus, à des échelles, on voit bien que la ville moyenne est une échelle de réalisation de cette utilité et de cette capacité à habiter, et donc à se pénétrer d'une culture et d'un sentiment d'appartenance. Et à mon avis, c'est une perspective politique qui, aujourd'hui, très importante, qui remonte en surface et sur laquelle on doit se pencher comme on le fait aujourd'hui. Merci Monsieur Fromentet. Vous venez nous parler d'une culture d'habiter. Anaïs Voigilis, qu'en est-il de la culture économique des villes moyennes et notamment la culture industrielle, puisque les villes moyennes ont été longtemps un peu le terreau de l'industrie française. Qu'est-ce que c'est que cette renaissance industrielle? Quelle est la nouvelle industrie? Et est-ce que les villes moyennes ont leur place? Bien entendu, dans ce qu'on appelle, nous, la renaissance industrielle, qui est un terme issu d'un livre qui s'appelle « Vers la renaissance industrielle », coécrit avec Olivier Landy, on part du principe que tout le monde a un rôle à jouer dans la réindustrialisation et que pour que la réindustrialisation soit une réalité, elle doit être un projet de société, donc s'intégrer dans une vision plus globale du destin qu'on a envie de construire ensemble et vers lequel on veut se diriger. Mais il y a peut-être une erreur de lecture qui se met à travers ce qu'on a voulu dire, parce que quand on dit, on a tendance à vouloir opposer nouvelle industrie et ancienne industrie. Il n'y a pas d'ancienne industrie. Il y a des industries qui évoluent, l'automobile, qui passe du moteur thermique à l'électrique. Il y a des industries qui apparaissent, tout le secteur des énergies renouvelables, l'hydrogène, dont on parle beaucoup actuellement. Et il y a des industries qui seront toujours là parce qu'on en aura besoin. C'est typiquement l'industrie de l'aluminium ou la production d'acier. Certains diront cette industrie, elle n'a plus sa place puisqu'on la voit comme quelque chose d'extrêmement ancien. Or, dans tout projet de renaissance industrielle, et surtout quand on le lie à la question de la souveraineté et de la maîtrise des chaînes de valeur, on a besoin de conserver des industries qu'on aurait tendance à vouloir pousser à la périphérie, soit à la périphérie du continent européen, voire à la périphérie dans des pays beaucoup plus lointains où les conditions sociales et environnementales seront toujours moins disantes par rapport aux nôtres. Et donc, l'industrie, finalement, ce qu'il faut plutôt regarder, c'est comment elle se transforme à l'intérieur des usines. Et donc, on a tout un ensemble de sous-traitants qui, par manque de marge, manque de vision ou autre, n'ont pas su se moderniser. Donc, on se retrouve avec un outil productif qui est en moyenne moins robotisé
qu'ailleurs en Europe, moins automatisé, si on compare par rapport à l'Italie ou à l'Allemagne, et qui est beaucoup plus vieillissant que nos pères allemands ou italiens. Donc il y a un effort pour maintenir ce tissu productif existant qui va demander des investissements assez conséquents. Il y a une réponse à travers France Relance, où on a amené des aides pour investir dans cette modernisation, mais ce n'est pas une réponse encore suffisante par rapport à l'effort qu'on doit faire, surtout dans un contexte où toutes ces industries ont des difficultés à recruter et où l'automatisation peut être une solution. Et enfin, pour répondre à la question sur les villes moyennes, alors on y reviendra peut-être après, mais toutes les villes moyennes n'ont pas la même culture industrielle, toutes les villes moyennes n'ont pas vocation à avoir le même destin industriel, et il faut faire attention à ne pas voir la réindustrialisation comme un nouvel Eldorado vers lequel tout le monde aura envie d'aller. Je pense qu'il faut le faire à travers un projet territorial qui serait défini de manière conjointe. Et qu'autour de cette question des villes moyennes va se poser plein de questions, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les emplois industriels, c'est comment on accompagne des familles pour venir s'implanter dans ces territoires, comment on attire des compétences qui sont liées à l'évolution de nos usines. Quand on parle de robotisation, de numérisation des usines, eh bien, on a des nouvelles compétences qui apparaissent, notamment tout ce qui va être les compétences autour de la data, compétences d'ingénierie. Et donc, souvent, ça appelle à une mobilité de certains acteurs industriels vers ces sites. Et comment on accompagne ceci. Et puis, il y a une autre chose, c'est que l'industrie, dans toute cette transformation, elle risque de perdre son rôle à la fois de formation et d'ascenseur social. L'industrie, pendant très longtemps, elle a pu créer des emplois peu qualifiés, qui permettait à des gens avec une faible qualification de progresser dans les échelons de l'entreprise et donc d'arriver à des postes, parfois de direction ou des postes de contremaître. Aujourd'hui, on a, par une logique aussi d'optimisation des coûts, cherché à détruire tous ces postes peu qualifiés. Et donc l'industrie perd ce rôle d'ascenseur social qui est pourtant clé, parce que la stagnation sociale est quand même un moteur du vote nationaliste identitaire. Et l'autre chose, c'était un rôle de formation, et notamment avec la structuration des syndicats qui était très forte à une époque, et donc qui permettait d'offrir un certain nombre de choses qu'aujourd'hui l'industrie risque de perdre si on n'y prend pas garde. Merci Anaïs Voigelis. Du coup, on va opérationnaliser ce que vous dites en s'adressant à Johan Caillot, donc directeur de l'usine de Mico, comme on l'a vu ce matin. Vous, justement, comment vous êtes adapté? Déjà, pourquoi Mico est toujours sur le territoire de Saint-Dizier? Et comment elle s'adapte justement à ces transformations technologiques sur le territoire? Quelle stratégie vous avez adoptée? Si je répondais comme un capitaliste du XXe siècle, je dirais pourquoi est-ce qu'on est encore là? Parce qu'il n'y a pas eu d'idée, il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas eu de développement autre qui a montré une meilleure compétitivité que celle de Mico à Saint-Dizier. Simplement. Quand j'ai posé cette question-là aussi avec les autres acteurs industriels de Saint-Dizier dans l'association, on s'est dit ça va plus loin que ça. Derrière, il y a quand même des hommes et des femmes qui se sont bagarrés pour pouvoir garder Mico à Saint-Dizier. Mais c'est vrai pour d'autres entreprises à tout moment. Et les premiers d'entre eux, c'est les Ortis, ceux qui ont créé cette super saga française Mico. Parce que, avant même d'être acheté par un groupe comme Unilever, mon actionnaire principal aujourd'hui, ils ont lancé la démarche de créer une nouvelle usine sur le territoire de Saint-Dizier. Donc cet ancrage local qui n'aurait plus lieu, je pense, je fais des suppositions, si on était encore dans l'ancienne usine que vous avez vue tout à l'heure en centre-ville. Un groupe international aurait vu cette difficulté industrielle, aurait réfléchi non pas à un niveau d'un territoire, mais au niveau international. Donc c'est aussi des hommes, des femmes qui se sont dit non, j'investis sur le territoire. Et vraiment, je pense que à partir de 2019, pourquoi est-ce qu'on a décidé de réinvestir dans ces valeurs, dont l'une d'entre elles est le développement du réseau local? C'est pour répondre aux questions qu'on avait tout à l'heure. On parle du sens, on parle de l'ancrage, on parle de... J'aime pas utiliser le mot de bonheur, parce que je pense pas que ce soit clairement quelque chose d'accessible, mais je pense que c'est pour ça qu'il est important de pouvoir se réancrer dans un territoire, parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul. Sur cette partie aussi du territoire, c'est une vision long terme. Il est très facile aujourd'hui, dans ma position, de ne penser qu'au court terme, de penser aux bénéfices de l'année, de penser au chiffre d'affaires de l'année, parce que c'est ce qu'on me demande. Des actionnaires standards capitalistiques demandent simplement les 12 prochains mois. Sauf que si je ne pose pas une graine aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui vais la récolter, c'est peut-être la génération d'après, c'est peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, Mico n'existera plus et Saint-Dizier ne se sera pas relevé. Donc c'est cette vision aussi de long terme qui est importante, je pense, pour le territoire et cette envie-là de pouvoir y participer.
Après, comment on s'adapte? Je pense que j'ai la chance d'appartenir à une entreprise qui a toujours eu un petit temps d'avance. Par exemple, construire cette entreprise en 95, c'est génial. C'est une entreprise, c'est une usine qui a été construite avec une vision contemporaine du travail. C'est pas, on a des usines chez nous qui ont plus de 100 ans, et il y a 100 ans, on travaillait 30 autour d'une table dans une petite pièce. Aujourd'hui, on a le luxe d'avoir de la place, on a du luxe de pouvoir travailler sur des organisations humaines, organisationnelles, mais également sur le développement durable, parce qu'à un moment donné, on a investi sur le futur. Également, un petit temps d'avance sur la partie automatisation. Donc il y a des destructions d'emplois, c'est sûr. On a détruit beaucoup d'emplois. Les anciens, quand ils me parlent de Mico, rue Lamartine, ils étaient 1500, 2000 personnes à travailler. Aujourd'hui, pour plus de volume, je fais 185 permanents. Mais si j'avais pas fait ça, enfin, quand je dis je prends la parole bien sûr au nom de mes prédécesseurs, on serait plus là. On est dans une concurrence internationale. Faire de la crème glacée à Saint-Dizier, faire de la crème glacée à Berlin, faire de la crème glacée en Hongrie, c'est de la crème glacée. Donc l'automatisation sert à garder la compétitivité. Et au travers de ça, je relie un peu ma réflexion à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup cette notion d'échelle sociale. À aujourd'hui, quand je recrute, c'est très difficile pour quelqu'un qui commence avec les mains dans le cambouis de devenir un jour ingénieur automaticien, de devenir un jour chef d'équipe et ainsi de suite, parce que les compétences sont complètement différentes. Et c'est là aussi où je retrouve la notion de collectif. Si je prends juste la linéarité de mon organisation, il y a des opportunités que je n'offrirai jamais à certains de mes salariés. Si je réfléchis cross-industrie, si je réfléchis en collaboration avec un Yanmar, qui fait des mini-pelles, avec un Actemium, avec un Steph, avec un EDF, ben je dis voilà, j'ai un gars, j'ai une nana, c'est un talent pur. Par contre, je ne peux pas la faire évoluer chez moi parce que la marche est trop haute. Peut-être que toi, tu as une marche intermédiaire. Et si on arrive à déclencher ce débat-là, oui, on arrivera à grandir ensemble. Ça, c'est certain. Mais pour ça, il faut aussi de la flexibilité. Et une des chances qu'on a chez Mico, c'est qu'on a une relation avec nos élus, avec nos délégués syndicaux qui sont très positifs. On n'est pas d'accord sur tout et c'est bien normal. Mais on veut une chose, c'est avoir un avenir pour Mico. Et ça change tout. Parce qu'on peut trouver une flexibilité qui, à aujourd'hui, est nécessaire dans l'environnement dans lequel on est. Et je rejoins aussi sur la nouvelle relation au travail, cet esprit de sens. Et pas que les nouvelles générations, énormément les nouvelles générations, mais aussi les quadras, les quinquas et les personnes plus expérimentées recherchent ce sens-là. Parce que quand je me lève le matin, c'est pas pour simplement aller à l'usine. C'est pour beaucoup plus que ça. On a du lien social, on doit avoir du sens dans ce qu'on fait. Et en plus de ce sens-là, ce qu'on essaie d'offrir chez Mico, c'est une notion d'autonomie, de pouvoir, mais également d'expertise. Et je pense que sans ces trois axes-là, l'industrie n'a pas forcément de futur. Retrouver du sens dans ce qu'on fait, donner de l'autonomie et du pouvoir à tous les échelons, et réussir à construire, et là je rejoins la partie formation, l'expertise. Merci Monsieur Caillot. Merci à tous.